Pour beaucoup, il est la personnification même du roi sans couronne, le meilleur combattant à n'avoir jamais décroché l'or incontesté. Pendant 15 années à l'UFC, il enchaîne les batailles épiques, accumulant plus de bonus de combat de la soirée que quiconque dans l'histoire de l'organisation. Son nom, Dustin Poirier. Et aujourd'hui, je vous raconte son histoire. Notre histoire du jour démarre en Louisiane, aux États-Unis, plus précisément dans la ville de Lafayette. Connue pour être l'épicentre du pays cadien dont la population tire ses origines des premiers colons français arrivés en Amérique au XVIIe siècle, la ville a une culture à part entière et ses habitants revendiquent avec fierté cette identité propre. C'est dans ce contexte que le 19 janvier 1989 naît le jeune Dustin Glenn Poirier. Très vite, il montre une énergie débordante pour un garçon de son âge, une flamme intérieure qui le suivra toute sa vie. Mais alors qu'il a tout juste 5 ans, ses parents se séparent et son noyau familial éclate. Dès lors, il grandira aux côtés de sa mère, Jerry Chasson, et de sa grand-mère. Cette nouvelle situation, un temps difficile, n'empêche pas pour autant Dustin de mener une enfance heureuse. Mais à peine un an plus tard, tout va de nouveau basculer. Et cette fois, ce ne sera pas que temporaire. Âgé de 6 ans, Dustin entre à l'école. Et pour un enfant aussi énergique que lui, ce cadre restrictif est un calvaire, une véritable prison. Alors, dans les années qui suivent, il ne cesse de s'en évader à la première occasion venue. Après tout, assis devant sa table de classe, Dustin n'a aucun moyen de stimuler cette énergie débordante qui l'habite. Avec le temps, cette dernière se transforme alors petit à petit en une profonde rage. Tout juste âgé de 10 ans, il se bat déjà avec les autres enfants du quartier, allant même jusqu'à casser la mâchoire de l'un d'entre eux, âgé lui de 15 ans. Pour Dustin, ces bagarres sont une révélation. Il comprend qu'il est doué pour le combat et développe une passion pour cette activité qui lui permet de déverser la rage qu'il consume à l'intérieur. Malheureusement pour lui, cette passion n'est pas au goût de tout le monde. Les parents de l'enfant à qui il avait brisé la mâchoire portent plainte et Dustin se retrouve pour la première fois en centre de redressement pour mineurs, un type d'établissement qu'il fréquentera à plusieurs reprises en grandissant. Pour tenter de le canaliser, sa mère l'inscrit alors à la lutte, mais il n'accroche pas réellement. Ce que Dustin aime, c'est utiliser ses mains, certes, mais pas pour saisir, non, pour frapper. Avant même d'entrer dans l'adolescence, il est fixé. Plus tard, il sera combattant, comme son père et son grand-père avant lui. Et plus précisément, boxeur. Son adolescence ne sera guère différente de son enfance. Bagarres, fuites de cours et camps de redressement militaire rythmeront son quotidien. Mais malgré tous les efforts de sa mère, rien n'y fait. Pour Dustin, l'école est une prison, et alors qu'il a 14 ans à peine, il abandonne définitivement son parcours scolaire. Après ça, il entre alors dans une période très difficile et prend du poids, au point même d'atteindre les 90 kg alors qu'il n'est encore qu'adolescent. Ne supportant plus de se voir ainsi et poussé par sa copine de l'époque, une certaine Julie, il décide de se reprendre en main. Il se dédie alors à sa passion et intègre la Gladiator Academy de Lafayette, une salle non pas de boxe anglaise, mais de MMA. Et entre ces murs, Dustin va faire une rencontre qui va changer sa vie à jamais. Nous ne sommes alors même pas encore en 2010. Le MMA est loin d'être le sport ultra populaire et médiatisé qu'il est aujourd'hui, et les combattants qui en vivent se comptent sur les doigts d'une main. Mais par chance, la salle que vient de rejoindre Dustin abrite l'un d'entre eux, Crazy Tim Kreider, son fondateur. Plus impressionnant encore, Kreider n'est pas un simple combattant, c'est un combattant de l'UFC. A l'époque, l'organisation vient de racheter le WEC et le Pride et s'impose comme ce qui se fait de mieux au monde. En d'autres termes, Tim appartient à l'élite de sa catégorie des 84 kg au niveau mondial. Et comme son surnom Crazy le laisse penser, c'est tout sauf un temps. Il martyrise les autres combattants de la salle, se servant d'eux comme de vulgaires sacs de frappe. Mais pourtant, un homme parvient à lui tenir tête. Âgé de 17 ans à peine à l'époque et encore novice dans le sport, Dustin donne pourtant du fil à retordre à Kreider qui prend rapidement conscience de son potentiel. Dustin est bien loin d'être un technicien hors pair, certes, mais son expérience des combats de rue depuis le plus jeune âge lui a forgé un mental et une détermination à toute épreuve. Et ça, Kreider sait pertinemment que c'est la marque des grands champions. Rapidement après son arrivée au club, il va donc prendre Dustin sous son aile et lui enseigner tout ce qu'il sait. Il va notamment lui faire découvrir le jiu-jitsu brésilien, lui qui est la première ceinture noire de Louisiane. La discipline est alors inconnue pour l'adolescent, dont le style de combat à l'époque se résume à enfoncer le plus profond possible ses poings dans le visage de ses adversaires. Aidé par ses connaissances nouvellement acquises, Dustin se lance en amateur sur le circuit régional à 18 ans et confirme tout le bien que Kreider pensait de lui. En à peine plus d'un an, il cumule 7 combats, 7 victoires, dont 6 par finalisation. Mais surtout, il montre que sa dureté ne faiblit pas une fois dans la cage, bien au contraire. Inspiré par sa résistance physique et mentale hors du commun, Kreider surnomme Dustin The Diamond, le diamant, un surnom qu'il gardera toute sa carrière.
Au fond de lui, il l'a toujours su, mais le doute n'est définitivement plus permis. Dustin veut faire du combat son quotidien. À tout juste 20 ans, il fait officiellement du MMA son métier et réalise son premier combat professionnel au USA MMA, la promotion où il vient de faire sa dernière sortie en amateur. Et l'issue n'est d'ailleurs pas bien différente puisqu'il éteint le pauvre Aaron Suarez en 1 minute 19 à peine. Ses 6 prochains adversaires subissent un sort similaire et tombent tous dans les 2 premières reprises. Pourtant, sa plus belle victoire à cette période n'a pas lieu dans une cage. L'espace d'une soirée, le 4 septembre 2009, Dustin troque les gants et le short pour la bague et le costume et épouse son amour de jeunesse, Jolie. Depuis leur première rencontre, alors qu'ils n'étaient tous deux qu'adolescents, elle a joué un rôle clé dans son développement, le soutenant à poursuivre son rêve, un soutien qui n'aura pas faibli depuis. Maintenant affublé d'un palmarès immaculé de 7 victoires en autant de combats pro, toutes par finalisation, Dustin et son style spectaculaire finissent enfin par attirer l'attention d'une grande organisation, le World Extreme Cage Fight, plus connu sous le nom de WEC, qui avait été racheté par l'UFC quelques années auparavant. Pour Dustin, cet appel est une double bénédiction. Non seulement cela va mettre un coup d'accélérateur à sa carrière sportive, mais surtout, ce gros contrat et l'opportunité d'améliorer son quotidien et celui de sa femme, eux qui survivent à peine avec les maigres primes des combats de Dustin. Mais malheureusement pour les jeunes mariés, le rêve va tourner au cauchemar. Aussi étonnant que cela puisse paraître aujourd'hui, pendant de longues années, l'UFC ne se limitait qu'à 5 catégories masculines, des poids légers aux poids lourds. En dessous des 70 kg, l'élite du MMA mondial se trouvait donc au WEC. Dominic Cruz, Uriah Faber ou encore José Aldo, pour ne citer qu'eux, en ont tous été les champions avant de performer à l'UFC. Mais chez les lightweight, la division de Dustin, l'organisation était aussi un véritable bassin à requins. Benson Henderson, Anthony Pettis ou encore Donald Cerrone étaient tous des membres du top de la division au moment où notre protagoniste la rejoint. En l'espace d'un combat, Dustin allait faire connaissance avec le niveau mondial. Et cette soudaine hausse d'adversité allait se faire ressentir. Le 18 août 2010, Dustin affronte Danny Castillo, 8-3 en carrière et vétéran de déjà 6 combats, 3 victoires et 3 défaites au sein de l'organisation. Alors sur une série de 2 défaites consécutives, Castillo apparaît comme un adversaire prenable pour Dustin, donné à peine underdog malgré la différence d'expérience entre les deux. Pourtant, cette différence va bel et bien jouer dans le combat. Dustin passe 13 minutes de l'affrontement sur le dos, contrôlé et frappé par son adversaire. Malgré plusieurs tentatives de soumission convaincantes du nouveau venu, c'est bel et bien le vétéran qui s'impose par décision unanime. Cette défaite met alors la lumière sur la plus grande lacune de Dustin, celle qu'il suivra d'ailleurs toute sa carrière, son grappling. En à peine 15 minutes, tout son plan déraille. Non seulement il vient de goûter à sa première défaite en carrière, un goût qui ne plaît guère aux compétiteurs acharnés qu'il est, mais surtout, il comprend rapidement que son objectif d'offrir une meilleure vie à sa femme vient temporairement de s'envoler. Défaite oblige, il ne touche que 50% de sa prime. Et là où il combattait proche de chez lui pour ses précédents combats, il a dû voyager jusqu'à Las Vegas pour celui-ci. Une fois déduit le prix du transport pour ses coachs chez lui, les frais sur place et les taxes diverses, le constat est sans appel. Dustin n'a pas simplement gagné moins qu'avec ses combats en Louisiane, il a perdu de l'argent. Alors à son retour à Lafayette, il se questionne sur son avenir. Conscient que ce genre de situation n'était pas tenable une seconde fois, il fait face à un choix cornélien. Retourner combattre au niveau régional et à peine gagner de quoi survivre, ou poursuivre ses rêves de grandeur au WEC, mais risquer de tout perdre. Au fond de lui, Dustin sait ce qu'il a traversé pour en arriver là. Il sait que le combat, c'est toute sa vie. Et surtout, il sait qu'il peut faire mieux. Alors avec le soutien inconditionnel de sa femme, il prend une décision qu'il ne regrette certainement pas aujourd'hui et accepte une deuxième opportunité au WEC. Mais cette fois, la défaite n'est pas une option. Cette gifle lui a fait prendre conscience d'une chose. Face à l'élite mondiale, s'il veut s'imposer, il doit s'acharner plus dur encore. Pendant 3 mois, il ne va plus quitter sa salle, travaillant sans relâche pour s'améliorer. Le 11 novembre 2010, lors du WEC 52, Dustin a l'occasion de montrer qu'il a sa place parmi les grands. Pour son deuxième combat, il fait face à l'américain Zach Mickelwright, lui aussi sur une défaite. Et le travail va payer. Cette fois, pas question de laisser la victoire lui échapper. Dès les premières secondes du combat, il impose une pression et un volume phénoménal à son adversaire, qui tente un temps de lui renvoyer l'ascenseur, mais finit par craquer sur les coups du canon. 53 secondes. C'est tout ce qu'il aura fallu à Dustin pour prendre sa revanche et prouver qu'il méritait son contrat. Cette fois, ce n'est pas 3 000, mais 6 000 $ qu'il empoche, une différence plus que bienvenue pour le couple modeste. Dustin peut être rassuré, son choix a payé. Toutefois, malgré sa victoire, Dustin ne combattra plus jamais dans la cage du WEC. Le 28 octobre 2010, soit quelques jours à peine avant son opposition face à Mickelwright, une nouvelle inattendue avait secoué le monde du MMA. And I ask you the question,
Is WEC merging with the UFC? Yes. L'UFC, propriétaire du WEC depuis 2006, avait pris la décision de clôturer l'organisation définitivement et d'intégrer son roster au sien. Le WEC 53 du 16 décembre 2010 marque alors le dernier événement de la promotion. Dans le cadre de cette fusion, les catégories Bantamweight et Featherweight font leur apparition à l'UFC. Et pour les inaugurer, quoi de mieux qu'un combat du désormais légendaire José Aldo, alors l'un des tout meilleurs combattants, toutes catégories de poids confondues. Cet affrontement, prévu le 1er janvier 2011, est censé marquer la première défense de son titre des 66 kg transféré depuis le WEC. Problème, le champion se blesse au dos et le combat est annulé. À 2 semaines de l'événement, l'UFC doit alors trouver en urgence un remplacement pour maintenir actif George Gillespie, le contender légitime. Il contacte alors Dustin et lui propose le combat. Mais 2 problèmes se posent. D'une part, Gillespie est bien plus expérimenté. 15 combats pour une seule défaite, ayant eu lieu 5 ans plus tôt. De l'autre, et c'est clairement le plus délicat, Gillespie concourt en 66 kg, Dustin en 70. Mais conscient de l'opportunité que ce combat représente, il ment sur son poids de forme pour que l'UFC accepte, sans qu'il ait lui-même la garantie de pouvoir faire 66 kg le jour J. C'est désormais officiel. En attendant qu'Aldo se remette, George Gillespie affrontera le jeune Poirier pour rester actif. Alors sur une série de 10 victoires consécutives, les 7 dernières dans le premier round, il est donné largement favori par les bookmakers, et ce combat n'est qu'une simple formalité. À ce moment-là, il ne le sait pas encore, mais après sa rencontre face à Dustin, Gillespie ne sortira plus jamais vainqueur dans l'affrontement. Pendant 15 minutes, Dustin le tabasse littéralement, au point qu'il semble sans solution debout, n'ayant du succès que brièvement dans les rares phases au sol. Parce que oui, non seulement Dustin est plus dangereux que jamais debout, mais surtout, il s'est grandement amélioré en défense de lutte, stoppant 7 des 9 tentatives d'amener au sol de son adversaire. Gillespie termine le combat le visage coupé, et ses rêves de titre envolés. Dustin s'impose à la décision unanime et envoie un message à toute la catégorie. Il est jeune, certes, mais il va falloir compter sur lui à l'avenir. Malgré cette victoire sur celui qui devait combattre pour le titre, l'UFC juge sans doute Dustin trop inexpérimenté pour avoir sa chance à la ceinture, et José Aldo défendra finalement contre Marco Mimic avec succès. Pour autant, Dustin fait le choix de ne pas retourner à 70 kg, conscient que sa dernière victoire pourrait rapidement lui ouvrir les portes du haut de la division. L'UFC mesure son potentiel sportif et marketing et choisit de le construire petit à petit face à une adversité abordable. Il réalise 2 combats de plus en 2011 face à Jason Young et Pablo Garcia, qu'il bat respectivement par décision unanime et Darce Chop. Désormais en 3-0 à l'UFC, Dustin a prouvé que sa performance face à Gillespie n'était pas du hasard, et il est l'heure pour lui de se mesurer de nouveau à des adversaires très solides. Il a un temps prévu face à Eric Koch puis Ricardo Llamas, 2 vétérans du WEC tout comme lui, mais les deux se blessent successivement. Il se retrouve alors contre son gré face à un illustre inconnu qui fait ses débuts à l'UFC. Comble de l'ironie pour Dustin qui devait faire face à une adversité plus sérieuse, son nouvel opposant n'a que 4 combats professionnels et a tout juste 20 ans, et le combattant le plus jeune du roster. Son nom, Max Holloway, un jeune au visage enfantin tout juste débarqué d'Hawaï. Sans surprise, Dustin soumet Holloway dès le premier round et remporte même le bonus de soumission de la soirée, un joli chèque de 65 000 $ qui permet au Canadien de s'acheter sa première voiture, lui qui jusque-là se rendait à sa salle en vélo. Mais malgré cette soumission expéditive, le jeune Holloway montre des signes prometteurs pour la suite de sa carrière. Les deux hommes ne le savent pas encore à ce moment-là, mais c'est loin d'être la dernière fois qu'ils croiseront le fer dans l'octogone. Pour son 5e combat au sein de l'organisation, Dustin obtient enfin un combat principal, une étape cruciale dans une montée vers le titre. Il est opposé à Chan Sung Jung, plus connu aujourd'hui sous le nom de Korean Zombie. Et les deux hommes se ressemblent sur de nombreux points. 12 victoires en carrière chacun, tous deux dans la vingtaine, et surtout, 2 profils très spectaculaires. Pour cause, Jung reste sur 2 bonus de la soirée en 2 combats à l'UFC, dont un improbable twister, une soumission qui jusque-là n'avait jamais été placée dans l'histoire de l'organisation. Sur le papier, ce combat entre 2 jeunes prospects montants promet d'être spectaculaire, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va satisfaire les attentes. Durant les 2 premiers rounds, le combat se déroule principalement au sol, et les 2 hommes montrent toute l'étendue de leur palette technique dans le domaine. Renversement, tentative de soumission, ground and pound, le rythme est effréné, la foule en délire. Mais malheureusement pour Dustin, la victoire semble se diriger vers son adversaire qui a l'avantage au sol. Toutefois, le 3e round va lui ouvrir un chemin pour s'imposer. Le Korean Zombie a été très actif dans les 2 premières reprises, et il commence à le payer. Son volume diminue, et sa garde s'abaisse. Petit à petit, Dustin rattrape son retard, lui qui apparaît plus frais. Les 2 hommes le savent, le 4e round sera décisif. Malgré la minute de repos, Jung n'a pas totalement récupéré, et Poirier reprend la marche avant, touchant plus encore qu'en round précédent. Mais en un instant, le combat bascule.
Avec un uppercut suivi d'un genou sauté, le Korean Zombie connecte Dustin qui perd l'équilibre. Le Coréen saute sur l'occasion et s'empresse de saisir la tête de Dustin, l'étranglant quelques secondes plus tard avec un Dark Shock opportuniste, laissant Poirier inconscient l'espace d'un instant. Pour la deuxième fois, Dustin goûte à la défaite. Mais surtout, il subit son premier finish, une douleur supplémentaire à encaisser. Was that how? I think so, yeah. and what's it look like? In round 2, En un instant, ses efforts des 18 derniers mois sont réduits à néant et il sait pertinemment que son ascension dans l'organisation vient de prendre un arrêt forcé. Et malheureusement pour lui, il n'est pas au bout de ses peines. Après cette défaite, Dustin entre dans la période la plus difficile de sa carrière. À son retour à Lafayette après la défaite, il échange longuement avec ses coachs et prend non sans regret une décision radicale. Après plus de 5 ans de bons et loyaux services, il quitte le Gladiator MMA Academy de Tim Credder. Dustin n'est plus le jeune garçon en surpoids qu'il était autrefois. Désormais, il combat dans la plus grande organisation du monde et dans l'une des catégories les plus relevées de cette dernière. L'adversité limitée qu'il rencontre dans son club de toujours n'est malheureusement plus suffisante pour qu'il continue de se développer en tant qu'athlète. Il se met alors à la recherche d'une nouvelle salle où s'entraîner, une salle capable de lui offrir des partenaires d'entraînement à la hauteur de ses objectifs. Il contacte plusieurs gyms renommés dont l'Ike de Javier Mendes, mais c'est finalement sur l'American Top Team qu'il jette son évolu. Pour beaucoup, l'ATT est ce qui se fait de mieux au monde en termes de salle de MMA. Alors naturellement, quand Dustin s'y rend pour une semaine d'essai, il est tout de suite conquis. Plus rien à voir avec la Gladiator Academy de Lafayette. Là, il est dans la cour des grands. Le tapis est rempli de combattants plus talentueux les uns que les autres, comme Jorge Masvidal ou Mike Brown, qui deviendront tous deux des proches amis de Dustin avec le temps. C'est décidé. Il pose définitivement ses valises à l'ATT et déménage donc en Floride en 2012 pour se consacrer à 100% à sa carrière, laissant un temps derrière lui ses racines cadiennes. Afin de s'acclimater au mieux à ce nouvel environnement, il prend la décision judicieuse de ne pas se presser pour son retour, et ne remonte dans la cage que 7 mois après sa défaite face à Sung Jung, de loin la plus longue pause entre deux sorties de sa jeune carrière. Et cette patience va porter ses fruits, puisque pour son retour en décembre 2012, il soumet Jonathan Brookins dans le premier round. Preuve de ses progrès, il le termine même avec un Dark Shock, la même soumission qui lui avait coûté la victoire 7 mois plus tôt. Maintenant qu'il est habitué à sa nouvelle salle, il remet les gants tout juste 2 mois plus tard, en co-main event de l'UFC on Fuel TV 7. Il y affronte le dangereux Cub Swanson sur une série de 3 victoires par KO d'affilée. Sur le papier, le combat est un peu plus serré et les bookmakers ne parviennent pas à se positionner. Et le jour J, leur intuition se confirme. Les deux hommes ont chacun leur moment et sont au coude à coude pendant 15 minutes. Mais une fois n'est pas coutume, Swanson creuse l'écart dans les séquences au sol. Comme lors de son combat face à Castillo pour son entrée au WEC 3 ans plus tôt, cela coûte la victoire à Dustin, qui s'incline par décision unanime. Pour la première fois de sa carrière, Dustin affiche 2 défaites sur ses 3 derniers combats. Mais pas question de se laisser abattre, c'est maintenant son 3e revers en carrière et il sait qu'il est capable de rebondir. Alors 2 mois plus tard, il est de retour et croise la route d'un nom familier, Eric Koch, qu'il était censé affronter par le passé avant qu'il ne soit remplacé par Max Holloway. Koch est donné favori, mais notre protagoniste va faire mentir les prédictions et s'imposer à la décision unanime. Après ça, il accumule 2 victoires supplémentaires, face à Diego Brandao et Akira Kurasani, les deux par KO. Face à ce dernier, il obtient d'ailleurs le bonus de combat de la soirée, le deuxième de ce qui sera au final une très longue liste, et repart donc avec un peu plus de 100 000 $ en poche entre sa paye et ce bonus, sa plus grande prime à ce jour. De retour sur une belle série de victoires et désormais libéré du fardeau financier qui a longtemps pesé sur ses épaules, Dustin est plus heureux que jamais. Mais année noire oblige, un homme va venir tout gâcher. Chez les 66 kg à l'UFC, Dustin n'est pas le seul jeune nom spectaculaire. Car depuis un peu plus d'1 an, un raz-de-marée venu d'Irlande est en train de déferler sur l'organisation. Le nom Conor McGregor est sur les bouches de tous les observateurs du sport, et à raison. Personnage charismatique dans la cage comme au micro, le natif de Dublin fascine. Alors quand le combat entre Dustin et lui est annoncé en carte principale de l'UFC 178, les fans partout dans le monde sont surmotivés. En revanche, la dynamique penche en faveur de l'Irlandais, qui reste certes sur 3 victoires à l'UFC comme Dustin, mais qui, au global, est sur une série de 11 combats remportés. Naturellement, il est donc favorisé par les observateurs qui prévoient toutefois un combat serré et accroché. Pourtant, ce sera tout l'inverse. Des jeunes prospects, Dustin en a affronté par le passé, le Korean Zombie et Max Holloway en tête. Pourtant,
Conor va tout de même l'emmener en terre inconnue, celle du trash talk. Pendant des semaines avant le combat, l'Irlandais va petit à petit rentrer dans la tête de Dustin avec des attaques répétées, comme il sait si bien le faire. Dustin thinks it's all talk. Dustin thinks it's all talk, but when he wakes up with his nose plastered on the other side of his face, he's gonna know it's not all talk. Don't get me wrong, I like the kid. He's a quiet little hillbilly from the back arse of nowhere. I'm sure he grew up in a circus or a fair. You know, he's a nice little kid. I've never disliked somebody that much that I'm ever fought. Alors le jour J, ce dernier n'a qu'une seule envie, lui arracher la tête, et c'est exactement ce que veut Conor. Il suffira d'un peu moins de 2 minutes au futur double champion pour laisser Dustin inconscient au sol de la cage, qui s'est laissé avoir par le jeu de l'Irlandais et rentrer dans l'octogone plus crispé et moins réactif qu'à l'habitude. Et face à un striker de cet acabit, ça ne pardonne pas. Avant le combat, Dustin était classé 5ème de la catégorie, en fin de retour au plus haut niveau suite à sa défaite face au Korean Zombie. Mais avec ce nouveau revers, ses rêves de ceinture chez les 66 kg partent une nouvelle fois en fumée, si près du but. Non seulement Conor, qu'il déteste, l'a battu, mais il l'a fait avec la manière et exactement comme il l'avait prévu. Il n'a pas simplement perdu, il a été humilié. Après cette première défaite par KO en carrière, Dustin entre dans une longue période de remise en question. Au fond de lui, il sait que c'est parce qu'il s'est laissé déborder par les propos de Conor qu'il a perdu. Alors à partir de maintenant, il se concentrera uniquement sur lui et sur sa préparation. Mais ce n'est pas le seul changement qu'il va opérer. Parce que quand il remonte dans l'octogone 6 mois plus tard, il ne pèse plus 66 kg. Conscient que sa défaite face à Conor l'avait de nouveau éloigné d'une chance à la ceinture des poids plumes et ayant toujours été très physique pour la catégorie, Dustin tente un pari risqué. Monter de catégorie et retourner en 70 kg 5 ans après avoir laissé la division qu'il avait vu grandir avant sa signature à l'UFC. Et ce pari va vite s'avérer payant. Si Tim Credeur avait surnommé Dustin The Diamond, ce n'était pas simplement pour sa capacité à encaisser. Il avait vu en ce jeune au parcours si singulier un réel talent qui nécessitait simplement d'être développé. Dustin est un diamant brut, que chaque défaite, chaque accroc a contribué à polir. Et il s'apprête à briller plus que jamais. L'année 2015 marque un tournant dans la vie de Dustin, qui entre alors dans la meilleure période de sa carrière. Les débuts de Dustin en 70 kg à l'UFC se font à Fairfax face au redoutable Carlos Diego Ferreira. Et pour notre protagoniste, les questions autour de ce combat sont nombreuses. Déjà, il n'a plus combattu en 70 kg depuis longtemps et va devoir faire face à un tout autre type de gabarit qu'en 66. Mais surtout, la force du CDF, c'est la bête noire de Dustin, le grappling. Il compte 5 soumissions en 11 victoires et a même participé au championnat du monde en 2009. Résultat, Dustin le terminera dès le premier round. Cette performance, qui lui a d'ailleurs valu le bonus de la soirée, est un bon signal pour la suite. Mais après tout, Ferreira restait sur une défaite face à Beneil Dariush avant ça, et Dustin doit donc encore transformer l'essai. Et ça tombe bien, parce qu'il va avoir l'occasion rêvée de le faire. 4 ans après sa dernière venue, l'UFC pose de nouveau ses valises en Louisiane, la terre natale de Dustin. Le Smoothie King Center de la Nouvelle-Orléans accueille une soirée qui s'annonce explosive, et Dustin y occupe une place de choix sur la carte principale. Il affronte Yancy Medeiros, qui reste certes sur 2 bonus de performance de la soirée, mais dont le palmarès global à l'UFC laisse à désirer. 5 combats, 2 victoires, 2 défaites et 1 no contest. Le message de l'organisation est on ne peut plus clair, elle veut faire briller Dustin devant son public. Mais pour ce combat, satisfaire son public n'est pas la seule motivation supplémentaire pour Dustin. Après 7 ans de mariage et plus de 10 ans de relation, la famille Poirier est sur le point de s'agrandir. Jolie attend un enfant, une fille plus précisément, Parker Noël Poirier, qui naîtra seulement quelques semaines après ce combat. Autant dire que pour Dustin, la défaite ce soir-là est inenvisageable. Et sa performance va être à la hauteur de ses attentes et de celles de son public. Comme lors de son combat précédent, Dustin score 2 knockdowns, expédie Medeiros en moins d'un round et signe la performance de la soirée. C'est désormais clair, 70 kg est sa catégorie de prédilection et il s'apprête à y faire des dégâts. Il combat 7 fois en un peu plus de 24 mois et ne perd qu'à une seule reprise face à Michael Johnson où il se fait surprendre dans le premier round, une défaite qu'il forcera à être un peu plus réfléchi défensivement dans la suite de sa carrière. Mais le plus impressionnant, c'est la manière avec laquelle il gagne et les noms qu'il domine dans cette période. Jim Miller, Anthony Pettis ou encore Justin Gaethje tombent tous face à Dustin, qui enchaîne les bonus au passage.
Avec cette victoire, Dustin a désormais un palmarès impressionnant de 7-1 et 1 no contest en 70 kg à l'UFC, et c'est qu'il n'est plus qu'à un combat ou deux du titre. Le 28 juillet 2018, quelques mois à peine après sa guerre face à Gaethje, il remonte dans la cage face à l'ancien champion Eddie Alvarez. La première rencontre entre les deux hommes un an plus tôt s'était soldée par un no contest à cause de 2 coups de genou illégaux d'Alvarez. Cette fois prévue sur 5 rounds, l'opposition commence sur un rythme plus calculé, et les deux hommes restent prudents, conscients de l'enjeu et du danger que représente leur adversaire. Mais chasser le naturel, et il revient au galop. Dustin s'impose avec la manière et vient avec cette victoire de gravir une marche immense. Désormais, il est plus légitime que quiconque pour une chance à la ceinture mondiale qui lui a si longtemps échappé en 66 kg. Mais un vieil ennemi est de retour et il va de nouveau lui mettre des bâtons dans les roues. Depuis son KO expéditif sur Dustin 4 ans auparavant, Conor McGregor est entré dans une autre dimension. Il a mis José Aldo KO en 13 secondes pour s'emparer de la ceinture des plumes, a livré une masterclass face à Eddie Alvarez, devenant ainsi le premier double champion simultané de l'UFC, et même allé défier le phénomène Floyd Mayweather en boxe anglaise dans le deuxième affrontement le plus lucratif de l'histoire des sports de combat. En bref, Conor est devenu une superstar dont la notoriété dépasse même celle du sport au global. Alors quand il fait part de sa volonté de revenir dans l'organisation après 2 ans d'absence, c'est évidemment lui qui passe prioritaire, et Dustin est mis de côté par l'UFC. Un temps prévu face à Nate Diaz, un autre favori des fans dans un super fight pour le retour de ce dernier, le combat est finalement annulé, pour une blessure au dos de Poirier et les différends contractuels entre Diaz et l'organisation. Mais même avec une victoire, Dustin n'aurait pas pu combattre pour le titre. Lors de l'UFC 229, opposant Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov, le champion en titre, une bagarre générale a éclaté à la fin du combat. Le Dagestanais qui venait de s'imposer a attaqué l'équipe de l'Irlandais, un dérapage qui lui a valu une suspension de plusieurs mois. Une fois de plus, Dustin est contraint d'attendre, les mains liées. Du moins, c'est ce qu'il croit. Pour ne pas mettre la catégorie en pause et définitivement désigner le prochain à combattre pour le titre une fois Khabib de retour, l'UFC met finalement en place une ceinture intérimaire. Naturellement, Dustin est l'un des 2 hommes à la disputer. Et face à lui, il va retrouver un visage familier. Retournons 7 ans en arrière, le 4 février 2012, au Mandalay Bay Event Center de Las Vegas. Après un peu plus de 3 minutes de combat, Dustin vient d'infliger au jeune Max Holloway sa première défaite. Et à l'image de celui qui l'a battu, l'Hawaïen a fait du chemin en 7 ans. Beaucoup de chemin. Après des débuts à l'UFC en dents de scie, 3-3 lors de ses 6 premiers combats, sans doute dû à son jeune âge et son inexpérience, Holloway finit par trouver son rythme de croisière. Il entame alors l'une des séries de victoires les plus iconiques de l'histoire de l'organisation. Off the realness, we be the infamous, you heard of us. Official Queensbridge murderers, the mob comes equipped for warfare. Beware of my crime family who got enough shots to share for all those who wanna profile and pose. Rock you in your face, stab your brain with your nose bone. You all alone in these streets, cousin. 13 succès consécutifs, dont 10 par finalisation, et 3 défenses de sa ceinture des 66 kg prise aux mains de la légende José Aldo. C'est simple, à cette période, beaucoup le considèrent alors comme le meilleur 66 kg de tous les temps. Alors pour solidifier son héritage, Holloway en veut plus, et cherche à s'emparer d'une deuxième ceinture. À l'UFC 236, il avait enfin l'opportunité de combattre pour le titre de la catégorie supérieure, et allait au passage avoir l'occasion de prendre sa revanche sur le seul homme à jamais l'avoir finalisé. Les 2 hommes font preuve d'un grand respect mutuel, et le trash talk est presque inexistant durant la semaine de combat. Mais qui dit respect mutuel en dehors de la cage ne dit pas respect mutuel dedans. Tous deux connus pour leur style agressif et leur pression constante, ils comptent bien se livrer une guerre pour le plus grand plaisir des fans. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne vont pas nous décevoir. Dès le premier round, Dustin annonce la couleur. Il touche durement Holloway à plusieurs reprises, qui parvient tant bien que mal à laisser passer l'orage, aidé par sa capacité folle à encaisser, encore supérieure à 70 kg. L'Hawaïen ne tombe pas, certes, mais est clairement dominé. Mais dans le deuxième round, il va montrer pourquoi il est favori. Alors que Dustin accuse le coup de l'énergie dépensée pour chercher à terminer dans la première reprise, le champion des 66 kg en profite pour accélérer et mettre la pression, lui dont le cardio n'est plus approuvé. Cela fonctionne un temps, mais il finit de nouveau par se faire toucher durement, confirmant ce que beaucoup pensaient avant le combat. Il y a une claire différence de puissance entre les 2 adversaires. Toutefois, dans le troisième round, l'écart se resserre, et c'est Holloway qui, par son volume, parvient à son tour à faire vaciller Dustin. Les 3 juges lui donnent le round, et le public assiste alors à un tournant dans le combat. Dustin est certes plus puissant, mais il fatigue davantage, ce qui laisse l'occasion à Holloway de s'installer.
Et c'est un gros problème pour Dustin. Il reste encore 2 rounds dans le combat, et à ce rythme-là, il pourrait bien s'incliner, réduisant à néant tous ses efforts jusque-là. Malheureusement pour notre protagoniste, ce changement de dynamique se poursuit dans le 4e. Holloway met la pression, touche l'avantage et parvient même une nouvelle fois à faire vaciller Dustin l'espace d'un instant. Mais pour le natif de Lafayette, pas question d'abandonner, pas après toutes ces années de sacrifice. Après tout, Dustin ne combat pas pour vivre, il vit pour combattre. I definitely think fighting has opened the path to redemption for me. I've been in boot camp and juvenile detentions and programs and all this stuff that's supposed to help you, and that didn't help, you know. But when I found something that I wanted and that I really was going to chase, no matter what roadblock was in front of me, I would break it down and go get it. He's finally found what he's been looking for all of this time. As a kid in America, we don't learn about honor and integrity and dignity. Martial arts is to develop the person, your body, your mind, and your spirit. Il puise au plus profond de lui et envoie un coup de genou destructeur au visage de Holloway, ouvrant une profonde coupure sur ce dernier. Grâce à ce genou salvateur, Dustin prend le round de peu et renverse de nouveau la situation. Beaucoup auraient choisi de lever le pied, s'assurant simplement de ne pas se faire finir. Mais Dustin est fait d'un autre bois. L'ultime reprise est à l'image des 4 précédentes. Malgré la fatigue, ces 2 gladiateurs des temps modernes vont s'échanger 50 coups significatifs en 5 minutes, terminant le corps marqué par la violence des frappes. Malgré tout son cœur, Holloway n'aura pas réussi l'exploit de terminer Dustin, qui s'impose à la décision, déjouant tous les pronostics. À l'annonce de sa victoire, Dana White, le président de l'UFC, lui remet la ceinture intérimaire autour de la taille. Mais l'espace d'un instant, le résultat n'a plus d'importance. Les 2 hommes se félicitent mutuellement d'une accolade emplie d'un profond respect, conscients qu'ils viennent à jamais se graver une place dans la vie de l'autre. Cette ceinture, c'est pour lui une consécration, le point culminant d'une carrière longue de plus de 10 ans déjà. C'est un symbole de reconnaissance pour son parcours et un magnifique hommage au jeune garçon turbulent qu'il était autrefois, celui qui dès ses 10 ans préférait se battre dans la rue plutôt que de rester assis en classe. Pour Max Holloway en revanche, la situation est plus difficile. Mais malgré ça, il montre une fois de plus qu'il n'est pas qu'un champion dans la cage et fait preuve en coulisses d'un immense respect envers Dustin et sa famille. Thank you, Dr. Gamble. Thank you. You can take it, man. Thank you, brother. À ce moment-là, ils ne s'en doutent pas, mais leur histoire commune n'est pas encore terminée. Mais pour l'heure, Dustin a d'autres préoccupations. Champion intérimaire oblige, Dustin a désormais les yeux rivés sur la ceinture incontestée. Mais pour s'en emparer, il devra faire face à un tout autre monstre.